Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, ici Radio Fringale, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien depuis, la fin du Tour de France hommes et du Tour de France femmes. On s'était quitté sur un super live avec la presque victoire de Thibaut Pinot et puis on se retrouve aujourd'hui pour parler, des championnats du monde qui arrivent à grande vitesse, qui vont commencer ce week-end. Avec moi ce soir pour en parler, Titien. Titien, comment tu vas? Salut Poppy, salut tout le monde. Bah écoute, je suis très content de te retrouver. C'est bien cette année, c'est qu'il n'y a pas de pause après le Tour de France. On enchaîne très vite avec enfin, on va dire un phénomène majeur, une course majeure de l'année qui est les championnats du monde. Donc, écoute, je suis très content, très impatient. Voilà, j'ai fait ma petite semaine de repos après le Tour de France, voilà, pour Ouais. reprendre des forces. Pas tomber en fringale parce que championnat du monde, Vuelta et puis les classiques italiennes, etc. On va pas trop s'ennuyer du tout d'ici la fin de l'année. Et ouais, ça va aller plutôt fort. Donc, on va faire un petit peu cette preview des championnats du monde, évidemment. On va parler des courses hommes, mais aussi des courses femmes. Donc, course en ligne et contre-la-montre. Pour ça, Titien va nous présenter le profil, un petit peu de ces différentes courses, mais surtout, on va s'étaler, je pense, sur la course en ligne, le programme de la course en ligne, enfin, le profil de la course en ligne. Et puis ensuite, on va un petit peu parler des coureurs qui vont se lancer dans ce périple, qui on peut voir s'imposer, sur quel coureur on devrait miser. Donc voilà un petit package sympathique pour ce soir. Si tiens, je te laisse commencer avec le parcours, tout simplement. Ouais, peut-être juste une petite aparté, parce Ouais, qu'en fait, vous vous demandez peut-être pourquoi on fait un podcast sur les championnats du monde début août. Une fois n'est pas coutume, d'habitude, les championnats du monde, c'est plutôt au début de l'automne, un des derniers week-ends de septembre. Et ben non, cette année, en fait, c'est au début du mois d'août. Et pourquoi ça? Alors, vous n'êtes peut-être pas tous au courant, mais en fait, maintenant, tous les 4 ans, il va y avoir ce qu'on appelle les super championnats du monde de cyclisme. C'est-à-dire que la même semaine vont être regroupés pour toutes les catégories, c'est-à-dire junior, espoir et élite, tous les championnats du monde, que ce soit dans les disciplines du VTT, du cyclisme sur piste et du cyclisme sur route. Bien évidemment, le cyclocross étant plutôt un sport de automne-hiver, il y a le ça BMX restera au aussi, Dakar. si je dis pas de bêtises. Il y a le BMX, effectivement, tu fais bien de le rappeler, il y a le BMX, mais voilà, donc cette année, ce sera en Écosse, autour de Édimbourg, Stirling et Glasgow. Et dans 4 ans, si je dis pas de bêtises, il me semble que ce sera en France. Voilà, donc en tout cas, voilà, les années d'après, on reprendra un programme classique avec des championnats du monde sur route en septembre, mais cette année, on a le droit 2 semaines après le Tour de France. Et c'est pourquoi, à mon avis, voilà, certains également étaient sur le Tour de France à faire des efforts en préparation pour ces championnats du monde et pour un parcours que vous allez voir qui reste quand même exigeant. Alors justement, le parcours, on va en parler. On est en plein milieu de l'Écosse. Alors pour vous dire, je connais un petit peu. Moi, j'y suis allé faire un tour en 2019, il y a quelques années, et on part d'Édimbourg, une ville qui est super sympa, pour tout de suite partir un peu plus dans la campagne et se diriger vers Glasgow. Glasgow, en fait, aura lieu le circuit final de ces championnats du monde. Donc, on va démarrer avec la course élite homme, du coup, qui part d'Édimbourg. Donc, là, sur cette course, on est sur une distance de 271 km et le dénivelé total qui est affiché par l'organisation, il est de 3500 mètres de dénivelé. Donc, voilà, une course, on va dire, musclée, sans pour autant être une course pour grimpeurs ou punchers. On va dire que tout type de profil pourront être de la partie. Alors en fait, il y a une première partie qui n'est pas en boucle, c'est-à-dire qu'on va partir d'Édimbourg. Il y a une ou deux petites bosses voilà, qui sont les plus longues du circuit, mais que c'est du 4 km à 5% et on est à plus de 150 km de l'arrivée, donc ça ne jouera pas forcément, quoique voilà, il y aura peut-être les premières manœuvres, mais voilà, on peut se douter que la course ne sera pas décidée là. Et puis ensuite, à environ 130 km de l'arrivée, on arrivera sur le circuit final dans les rues de Glasgow. Donc voilà un circuit final qui sera, on va dire, pas tout plat, c'est-à-dire qu'on aura un circuit exigeant de environ d'une quinzaine de kilomètres. Mm. Alors, c'est un enchaînement de très petites bosses, c'est-à-dire qu'on va être sur des bosses de 200-300 mètres à 7-8%. Donc voilà, rien d'insurmontable, encore une fois, pour des profils sprinters qui savent passer les bosses, mais c'est la répétition de tout ça qui sera hyper importante. Et puis surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous allez voir sur le site de l'Organisation des championnats du monde, sur ce circuit de 14 km à faire 10 fois, il y a une quarantaine de virages. Donc c'est énorme, hein. C'est un circuit qui tourne beaucoup, qui pourrait s'apparenter un peu, si on n'était pas sur de la route, à un circuit de cyclocross. Donc voilà, ça va être des relances incessantes, des petites montées, des petites descentes.
Donc voilà, ce sera un circuit finalement pas hyper exigeant, mais surtout très usant. Ouais. Et pour info, pour ceux qui avaient suivi, c'est un peu une réédition du parcours des championnats d'Europe 2018 qui avait vu Matteo Trentin s'imposer devant Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Donc si ça peut vous donner une idée de... Déjà, les deux crossmen à l'époque étaient déjà là. Donc voilà, c'est un parcours qui pourrait bien leur aller. Donc voilà, parcours exigeant dans Glasgow, qui est un peu pour tout type de coureurs, aussi bien des punchers, des sprinters qui passent bien les bosses, mais ça, on en reparlera après. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine, toi, de ce parcours? Eh ben écoute, un super parcours. Moi, je trouve que c'est bien sympa de pouvoir s'ouvrir à différents profils. Un parcours aussi bien technique qu'exigeant, hein. Tu l'as dit, avec la multitude de virages qu'il va y avoir, ça va être assez mouvementé. On peut vite se perdre dans une relance. En tout cas, on va céder beaucoup d'énergie dans ces virages. Et puis, ces légères petites bosses, au final, on se dit, bon, sur un circuit de 14 bornes, les petites bosses, voilà, ça se passe. Mais bon, quand tu as fait 5 fois la boucle pour les filles et puis 9 fois pour les garçons, ça va commencer à user les organismes, surtout après les 100 km qu'il y aura eu avant. Donc ouais, un parcours que je trouve très intéressant. On a de la place pour les sprinters, on a de la place aussi pour des punchers. On peut toujours avoir de la place pour des profils peut-être grimpeurs. Alors des grimpeurs punchers, évidemment, on va pas retrouver du pur grimpeur, je pense, à la tête. Mais en tout cas, voilà, on a beaucoup de profils différents qui vont se dégager. Et du coup, au final, une belle bataille, je pense, à entrevoir ici à Glasgow. Et puis, je repensais au championnat du monde de l'année passée où Evenepoel était parti tout seul. Là, je pense qu'on n'aura peut-être pas trop la place pour une échappée solitaire, on va dire. Et en tout cas, ouais, j'ai hâte de voir ce petit parcours, enfin, de voir comment les coureurs vont se débrouiller dans ce petit parcours qui, pour moi, les deux mots qui résonnent dans la tête par rapport à ça, c'est vraiment technique et usant pour le parcours. Oh, ouais, exactement. Et il y a deux choses encore à savoir sur ce parcours. La première, alors, c'est que les prévisions météo, mais vous vous doutez qu'en Écosse, ça va pas être le grand soleil. Donc, ils annoncent pour l'instant, sans pour autant que ce soit la pluie diluvienne, mais voilà, des averses tout au long de la journée de dimanche pour les hommes. Donc, attention, parce qu'on parle d'un circuit avec des virages. Et puis également, on parle d'un circuit avec des pavés. Il va y avoir quatre zones de pavés, alors très courtes, hein, 200, 300 mètres. Euh, et puis évidemment, c'est des pavés de ville, hein. On est loin des pavés de Paris-Roubaix, mais ça peut également avoir son importance. En tout cas, voilà, ça va être une course, à mon avis, difficile. On se souvient en 2019 des mondiaux là, qui avaient lieu sous la pluie. Ce n'était pas un Ouais. circuit qui était très compliqué. Et pourtant, Mats Pedersen s'était imposé dans une course dantesque. Et ils n'étaient pas nombreux à l'arrivée parce que voilà, circuit usant, de la pluie, des pavés, des petites bosses. Voilà, en tout cas, ce sera un coureur très résistant et un vrai coureur de classique qui arrivera à s'imposer au final sur ce circuit de Glasgow. Eh bien, écoute, tu me tends un peu la main, Titien, puisque tu viens de parler des coureurs de classique. On va un peu parler donc de toutes ces courses, de toutes ces courses en ligne, donc hommes et femmes. On va commencer avec la course homme, si tu le veux bien, Titien. Et puis pour le contre-la-montre, on fera l'inverse. Euh, Titien, je te demande, qui va s'imposer au championnat du monde cette année? Est-ce qu'on aura un sprinter qui va aller régler tout le monde? Ou alors est-ce qu'on peut voir des baroudeurs aller jouer leurs cartes? Ou tout simplement une échappée à, je sais pas, à 30, 40 km de l'arrivée? Ouais, alors sur un circuit comme ça, les scénarios, ils sont durs à prédire. Il peut vraiment y avoir plusieurs scénarios. Par exemple, une échappée qui part, je sais pas, à 50, 60 km de l'arrivée, comme ça a été le cas l'an dernier. Et si elle prend rapidement une minute d'avance derrière, avec un circuit avec autant de virages et autant de relances, bah, ce ne sera pas simple pour un peloton de s'organiser et de revenir. Donc, Mm. je pense que pour plusieurs équipes qui n'ont pas forcément le favori ou alors qui ont plusieurs cartes, ce ne serait pas un mauvais plan de partir loin de l'arrivée parce que, voilà, encore une fois, on est vraiment sur un circuit très technique et on le sait derrière, c'est dur derrière de reprendre beaucoup de temps sur un groupe qui est devant. Donc je sais pas, ça peut être un scénario. En tout cas, derrière, pour moi, il y a bah voilà, hein, je vais pas maintenir le suspense. Pour moi, il y a quelques hommes qui se dégagent. Et moi, si je dois citer un nom, ce sera celui de Mathieu Van Der Poel. Pourquoi? Parce que déjà, ce circuit, bah, il sied parfaitement aux qualités de Mathieu Van Der Poel, qui est un coureur à l'explosivité énorme, qui est un coureur endurant, comme en témoignent ses victoires sur les monuments, que ce soit le Tour des Flandres, Milan-San Remo, qui est un monument de 300 km, Paris-Roubaix cette année. Donc voilà, Van Der Poel, il a fait une campagne de classique qui était impressionnante. Le parcours, lui, c'est à merveille. Voilà, un parcours. Voilà, Van Der Poel, c'est pas un grimpeur. Et voilà, peut-être qu'on s'est un peu trompé aussi sur le Tour de France quand on annonçait qu'il pouvait jouer la gagne sur les premières étapes. C'était peut-être trop compliqué pour lui. Là, des côtes de 300 mètres à 7%, il les avale avec son punch au sprint.
Voilà, il suffit qu'il y ait un peu de pluie sur les pavés, et cetera, pour qu'il vire mieux que les autres. Donc voilà, je pense que, en tout cas, d'un point de vue des qualités et du parcours, il a tout ce qu'il faut pour briller. Après, est-ce qu'il sera en forme, dans sa forme du printemps? On voit son Tour de France, on a envie de dire que pas forcément le cas. Pour autant, quand il avait fait Tirreno Adriatico juste avant des classiques qui ont été hyper prolifiques pour lui, il n'était pas du tout non plus en forme sur Milan-San Remo, et on n'attendait pas aussi fort sur les classiques. Donc s'il a bien préparé son affaire, pour moi, Van Der Poel, je ne sais pas ce que tu en penses toi, mais c'est le profil de coureur parfait pour ce type de course. Ouais, bah, je suis complètement d'accord. Van Der Poel, c'est le nom qui va évidemment sortir. Il a un petit peu, il a expliqué hein, qu'il jouait, qu'il misait tout sur ce championnat du monde, en tout cas pour cette saison. Euh, c'est l'homme, ça va être un peu l'homme à abattre, hein. C'est un parcours qui lui convient, tu l'as dit, hein, avec tout le cyclocross qu'il a fait, Van Der Poel, avec tous ses virages et ses relances. Je pense qu'il est largement capable de tenir le rythme et surtout de jouer stratégiquement et techniquement de la bonne manière. Ensuite, derrière, il y a d'autres noms évidemment moi je pense aussi à des mecs comme Van Aert, voilà. Évidemment, on pense à Van Aert. Je sais pas si Pidcock est aligné, mais on pourrait penser aussi à Pidcock. Non, il sera pas normalement. Voilà, Van Aert, comment Ouais, va il vise, Pidcock, juste pardon, il vise les mondiaux de VTT Ouais, qui sont une semaine après, donc je crois il fait l'impasse sur ouais. les mondiaux sur route. Voilà, il y a de toute façon, les gros noms du peloton sont là, mais tu vois, les gros noms du peloton pour moi ne sont pas forcément favoris. Tu vois, Pogacar, je le mets pas comme un favori de ces championnats du monde. Après, Evenepoel, je sais pas comment le placer dans ce contexte-là. Pour moi, ça va aussi beaucoup dépendre de la tenue de la course. Van Der Poel, c'est le favori 1. Pour moi, ça va être comme ça. Ce sera le favori 1. Il peut être bon sur tout type de circuit. C'est-à-dire qu'en fonction de comment la course se passe, il peut être bon dans tous les cas. Mais après, voilà, il faut pas non plus enlever certains hommes, les Philipsen. Voilà, sur un sprint, il peut être là pour régler. Pedersen, on sait qu'il passe aussi bien les bosses, on l'a vu sur le Tour de France. Et il est capable aussi de régler des sprints après de longs efforts. Et il a été champion du monde dans des conditions assez dantesques. Donc attention aussi à Pedersen. Est-ce qu'on peut aussi citer peut-être Olaf Koy, en ce moment qui est sur le Tour de Pologne et puis qui a gagné justement aujourd'hui au 1er août où on enregistre. Voilà, il y a des noms évidemment qui vont ressortir ou comment on peut placer aussi peut-être Binyam Girmay, même s'il n'a pas fait un Tour de France de folie, mais comment on peut voir comment il va se ressortir. En tout cas, ça va être ce qui est sûr là dans ces championnats du monde pour moi, c'est que c'est le plus fort qui va s'imposer. Pour moi, ça va être ça. Le plus fort va s'imposer. En plus, on a des conditions un petit peu problématiques, comme par exemple de la pluie et peut-être des risques de chute avec notamment Ouais, ouais, le ouais. sol qui est détrempé. Le plus fort pour moi va s'imposer. Pour moi, ça va être ça. Je vois pas Ouais, tellement d'autres ouais. scénarios. Non, ouais, c'est sûr qu'en tout Personne va cas, surprendre les favoris pour moi, tu vois. ce Il n'y a pas sera un un des mec. plus forts, mais après, pour moi, il peut y avoir, et pour moi, il y a une équipe quand même, pour moi, il y a trois grosses équipes. Sur le papier, il y a la Belgique, Hmm, il y a les Pays-Bas, ouais. et il y a le Danemark quand même, qui a une sacrée équipe hein, Ouais, le Danemark, ils ont une autour de bonne Mads équipe. Pedersen avec une, voilà. Il y a même Ah ouais, Skelmos pour emmener. ouais. Kasper Et Asgreen donc, aussi. Et donc, en fait, j'ai envie de dire que la course peut se dessiner de loin un peu comme l'an dernier parce que tu vois, il suffit qu'il y ait une échappée qui parte. Parce qu'en fait, je pense que moi, vraiment, l'équipe qui va détenir les clés de la course, c'est la Belgique. La Belgique, parce qu'ils ont quand même trois énormes noms. Ils ont Remco Evenepoel, le champion du monde en titre, Wout van Aert, alors qui certes fait pas une saison incroyable, mais qui reste quand même sur un circuit comme ça, un des grands favoris. Et puis ils ont un autre grand favori, c'est Jasper Philipsen, coureur très endurant, deuxième de Paris-Roubaix cette année, qui n'est pas du tout embêté par des conditions difficiles et qui en plus de ça, en tant que sprinter, passe très très bien des bosses, enfin ça ne va pas lui poser problème, des bosses de 200-300 Hmm. mètres à du 7%. Donc voilà, ils ont trois énormes cartes. À voir comment ils veulent jouer. Mais tu vois, s'ils jouent le scénario où tu as Remco qui part à 60 km de l'arrivée, et ben derrière, la Belgique, elle roulera plus. Les Pays-Bas, il suffit qu'ils envoient pour moi un des gros gros outsiders qui s'appelle Dylan Van Barle, Ouais. que je vois très très bien performer sur ce circuit-là. Moi, pour moi, c'est ma très grosse cote pour dimanche. Et puis le Danemark, ils envoient, je sais pas, un Skiel Mose ou un Kort Nielsen, par exemple. Je sais pas s'il participe, Non, il est dans mais la s'il start list. participe. Il est dans la start list, voilà. Donc tu vois, les trois y partent, les trois nations roulent plus derrière. Ça peut aussi partir à ce moment-là. Donc moi, je n'enterre pas du tout un Remco Evenepoel et je pense que la Belgique jouera comme ça, c'est-à-dire qu'ils essaieront de lancer Evenepoel sur une course d'usure loin de l'arrivée, avec Wout van Aert en réserve pour les 20-30 derniers kilomètres pour suivre tous les coups. Et puis Philipsen derrière en dernier larron pour régler au sprint. En tout cas,
tout va beaucoup dépendre de leur stratégie parce que s'ils évidemment. sont pas devant, ils ont une énorme équipe pour rouler avec des Tiges Benoît, des Yves Lampard. Enfin, vraiment, ils ont une équipe impressionnante. Donc, je pense que ce sera finalement la Belgique qui va dicter le rythme de la course. Alors après, à voir également si cette abondance de biens côté Belgique va pas nuire à l'équipe parce que bah, si Philipsen a envie d'être champion du monde, si Van Aert a envie d'être champion du monde et si Evenepoel a envie d'être champion du monde, les trois, mine de rien, ils sont sous le même maillot ce jour-là, mais ils font partie d'équipes différentes. Donc attention aussi à une guerre d'ego. On a vu que pendant le Tour de France, bah, Philipsen, il en avait de l'ego. Van Aert, on connaît le bonhomme. Evenepoel, bah, voilà, hein, c'est le champion du monde en titre. Je vois pas pourquoi il serait pas mis autant en avant que les deux autres. Donc écoute, moi je suis impatient, enfin je suis impatient et je suis enfin, je vais être ça va être hyper intéressant de voir un peu comment ils vont agir. Je sais pas. Et ouais, ce que je disais derrière, c'est que pour moi, il y a deux scénarios. Il y a le scénario, j'ai du mal à imaginer une arrivée au sprint Mm. parce qu'on a vu sur ces dernières courses qu'avec les coureurs qu'on a aujourd'hui, on a des coureurs tellement forts qui sont capables de faire la différence. Tu vois, quand tu vois que Van Der Poel aujourd'hui sur un Milan-San Remo, il arrive à mettre 15 secondes à ses poursuivants les plus directs qui eux-mêmes mettent 15. Enfin, Van Der Poel, le peloton, il avait 30 secondes derrière lui. Sur un Milan-San Remo, ça fait très très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Donc, moi, j'ai du mal à imaginer ce scénario. Donc, pour moi, ça va être soit la décision va se faire à 50 km de l'arrivée environ avec un gros groupe de favoris, outsiders qui va sortir. Et puis derrière, comme toutes les grosses nations seront représentées, ça roulera plus. Il y en a qui seront piégés. Ou alors, ça se joue finalement dans les 20, 30 derniers kilomètres un peu comme le mondial d'il y a 2 ans où Alaphilippe a gagné. Et puis là, ce sera vraiment jouer à la pédale entre les 5 noms qui ressortent. Mais tu vois, j'ai vu que Mohoric participait pas cette année, alors je sais pas pourquoi, mais pour moi, ça aurait été un peu un candidat parfait pour partir également avec un Evenepoel ou un Van Baarle à 50 km de l'arrivée. Et ce genre de coureur-là, ensuite, il serait plus revu. Je sais pas comment tu vois ça, toi. Ouais, je pense que je suis d'accord là-dessus, hein. Les grosses équipes ont les clés en main. Le profil Belgique, tu l'as dit, hein, avec, on peut glisser Evenpool à l'avant et derrière on roule plus. On a quand même Van Aert aussi pour faire le travail dans la rue, enfin dans le parcours en tout cas urbain, et puis Philipsen pour aller gagner les sprints. Donc voilà, là, la Belgique a tout. Pour moi, la Belgique a de quoi gagner sur tous les types d'arrivées possibles. Après, il faut se mettre d'accord évidemment dans l'équipe pour voir comment ça fonctionne. Voilà, est-ce que si Remco a 1 minute d'avance, bah, on essaie quand même de jouer pour que Remco gagne. Est-ce que si il y a encore Van Aert et Philipsen dans le dernier tour, est-ce qu'on joue la gagne pour Van Aert ou est-ce qu'on joue la gagne pour Philipsen? Voilà. Là, c'est aux grosses équipes de s'organiser. Le Danemark aussi a une très grosse équipe, on l'a dit. En fait, oui, tu l'as dit, hein, Belgique, Danemark et Pays-Bas, c'est les trois grosses équipes de ces championnats du monde. Pour moi, c'est eux qui ont, entre guillemets, un favori pour chaque profil, quasiment. Voilà, donc la Belgique, on les a dit, hein. Du côté du Danemark, je pense que bah, là, on a Mats Pedersen pour gagner un sprint. On a Skelmos pour gagner un petit peu en puncher et avec Casper Asgreen en termes de baroudeur, si je puis dire. Et puis dans les Pays-Bas, voilà, Van Der Poel, pour moi, il remplit quasiment toutes les cases. Van Baarle en baroud, évidemment, il faut compter sur lui. Et puis Olaf Koy pour aller régler le sprint. Mais voilà, ces trois grosses nations, pour moi, vont dicter un petit peu la course. Il y aura des nations un petit peu derrière qui ont aussi leur carte à jouer, il faut pas l'oublier, hein. Voilà, l'Espagne, ils ont quand même aussi ils ont quand même du monde. Je crois que c'est Lagzano qui fait Lazcano, pardon, qui fait là, il faisait une bonne partie de saison, il me semble. J'ai vu son nom quelque Ah part, bah, mais lui, il est dans mon équipe fantasy, bah hein. voilà. Il y a aussi, qu'est-ce qu'on peut attendre, tu vois, de Jorgensen, de Paules, de Quinn Simons. Il y a évidemment les Français, on en reparlera un petit peu après. Mais voilà, en tout cas, il y a trois grosses équipes à suivre. C'est eux qui vont dicter la course, c'est eux qui vont un petit peu imprimer le train de la course. Et derrière, bah, on va voir comment ça se déroule. Mais en tout cas, si la victoire échappe ou à la Belgique, ou au Danemark, ou aux Pays-Bas, bah, pour moi, ils ont raté leur course, tout simplement, Ouais, 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 non, je suis d'accord clairement. avec toi. Franchement, ils auront clairement les clés. Mm. Après, voilà, tous les coureurs que tu as cités, c'est des coureurs qui peuvent faire top 10, mais à mon avis, il faut qu'ils ne doivent pas attendre les derniers moments de la Oui, course pour évidemment. essayer de sortir parce que ce ne sera pas les plus forts. Donc, Et je pensais c'est à pour ça, ça que je vois justement. quand même une grosse course de mouvement, peut-être à 5, 6 tours de l'arrivée, se décanter. Ah bah, Après, il y en a qui ça ont va tout intérêt partir. à ce que ça parte de loin. Ouais, ouais. Ça va partir. À mon avis, il y a des moments où si ça bouge pas dans le peloton, ça va exploser de partout et on peut voir beaucoup de gens, enfin beaucoup de coureurs partir essayer de jouer l'échappée gagnante. J'aimerais qu'on prenne bon, quelques minutes là pour parler justement de l'équipe de France. T'en penses quoi de cette composition de l'équipe de France? Alors là, sur la start list, pour l'instant, je pense que ce sera la start list finale en tout cas. Enfin, c'est la start list finale, la start list finale, il me semble. Florian Sénéchal, Valentin Madouas, Olivier Legac, Christophe Laporte, Benoît Cosnefroy, Brian Coca, Rémi Cavagna et Julien Alaphilippe. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de France? Ouais, je pense qu'elle est très forte.
mais elle reste inférieure quand même aux autres équipes. Alors pour moi, ils ont un coureur qui doit être le leader de cette équipe, c'est Christophe Laporte. C'est le coureur qui doit, à mon avis, être le plus protégé. Christophe Laporte, à mon avis, sur une course comme ça, qui est pas non plus ultra sélective, qui se jouerait un peu dans des conditions dans le froid, etc. Pour moi, il a rien à envier aux meilleurs mondiaux. Disons qu'après les 3-4 grands favoris, c'est peut-être le premier nom qui me vient, moi, pour le titre. On l'a vu l'année dernière, déjà en Australie, il était très très fort. Donc pour moi, voilà, il faut essayer de faire bloc autour de Christophe Laporte, mais ça ne veut pas dire jouer défensif du tout. Ça veut dire que pour moi, Laporte, il doit être gardé en réserve pour suivre, pour être là dans le final et pour rester aux côtés des Van Aert, des Philipsen, des Pedersen ou des Van Der Poel. Et puis derrière, on a des mecs qu'il faut faire partir devant. Des mecs comme Cosnefroy, des mecs comme. Ça lui convient très bien d'ailleurs à Cosnefroy, lui aussi, que je trouve excellent dans les efforts de 200-300 mètres. Il a une capacité d'accélération énorme, là où il reste plus limité, je trouve, sur des côtes un peu plus longues. Mm. Valentin Madouas, enfin, il adore les courses longues et difficiles. Donc pareil, pour moi, l'équipe de France, avec ces coureurs-là, elle doit rendre à partir de 80-90 km de l'arrivée la course difficile et partir dans des coups. C'est ce qu'ils doivent faire. Et ils doivent partir avec les bonnes cartes. Parce qu'on se souvient que l'année dernière, ils n'étaient pas partis avec les bonnes. C'est-à-dire que quand Evenepoel s'en va, il y avait Romain Bardet qui était là. Et sinon, il y avait Pavel Sivakov, mais Pavel Sivakov qui avait déjà fait beaucoup d'efforts en échappée. Et Romain Bardet, sur un circuit comme celui de l'an dernier, voilà, Bardet, c'est un grimpeur, il n'avait pas pu suivre Evenepoel. Donc là, il faut faire attention également et voilà, pas partir avec les bonnes cartes. Mais pour moi, Alaphilippe, Madouas et Cosnefroy doivent être trois coureurs qui sont derrière la porte, les coureurs envoyés pour jouer tout le temps l'anticipation et être à l'avant. Et puis derrière, le reste de l'équipe sera, à mon avis, quand même très solide pour entourer tous ces coureurs et notamment Christophe Laporte. Voilà. Mais je sais pas, est-ce que toi tu vois Laporte en leader ou est-ce que tu penses qu'Alaphilippe sera très fort? Moi, je sais pas trop pour Alaphilippe, par exemple. Non, je pense qu'il faut garder Christophe Laporte en leader, hein, t'as raison. Pour moi, c'est lui le plus fort de cette équipe de France, en tout cas de ce qu'il a montré cette saison. On a des grosses cartes, hein. T'as Madouas, même Alaphilippe. Alaphilippe, certes, c'est pas le meilleur Alaphilippe de sa carrière, mais en tout cas, c'est un mec qui, s'il est devant, bah, faut s'inquiéter maintenant. Voilà, c'est Alaphilippe. On sait qu'il est capable de. Il a gagné 2 fois les championnats du monde. Quand il gagne en Belgique, bon, bah, le mec attaque 4 fois et il va gagner en partant à 17 bandes de l'arrivée. Il faut s'inquiéter si Alaphilippe est devant, je pense. C'est parce qu'il a fait une mauvaise saison qu'il faut le laisser partir tout seul. Voilà, après, il y a Cosnefroy, tu l'as dit, ça va être un parcours qui va lui convenir avec ses petites bosses de 300 mètres. Donc non, non, franchement, je pense qu'il va falloir jouer autour de Christophe Laporte le plus possible. On a de quoi mettre du monde devant et surtout du monde qui peut gagner. Ça, c'est faut le dire aussi. Si jamais ça doit se décider avec une échappée, bah pour moi, on sait que voilà, Cosnefroy qui avait fait deuxième de l'Amstel, juste derrière Katowski. Bah, Julien Lafilippe, évidemment, pas besoin de le présenter. Et puis Valentin Madouas qui a gagné les championnats de France sur un parcours en circuit aussi sur la fin. Donc en fait, au final, pour moi, l'équipe de France, s'il y a une échappée qui doit se former, elle doit y être quasiment à chaque fois. Enfin, en tout cas, dans les derniers kilomètres, tu dois être quasiment à chaque fois à l'avant quand ça part, parce que sinon, tu vas juste te faire avoir. Et derrière, tu n'auras juste pas eu le bon coup. Donc pour moi, ouais, l'équipe de France a de quoi faire aussi, pour moi, une équipe qui va dynamiter la course. Enfin, elle a ce rôle de dynamiter la course en tout cas, et d'être en embuscade, et aussi de ne pas faire non plus les efforts, parce que si devant, enfin voilà, si devant, t'as imaginons Evenpool qui part en échappée, pour moi, c'est pas à l'équipe de France d'aller rouler pour jouer la gagne, parce que c'est pas eux qui ont les coureurs les plus forts, évidemment. Euh, mais après, si l'équipe de France roule pas, on va se dire, ah bah super, les Français ont pas roulé, ils ont pas été chercher la gagne, bah bravo. Bah ouais, mais en fait, Mm. ils peuvent. Enfin, sur le papier, t'as pas. Enfin, tu vois, moi je suis l'équipe de France, je vois Evenpool devant, je me dis, moi je vais pas mettre un coup de pédale pour ramener Van Der Poel dans le groupe ou pour ramener Pedersen, tu vois. Genre, je vais pas avoir envie de ça. Donc voilà, il va falloir que l'équipe de France, pour moi, soit dans chaque coup d'échappée pour pas se faire avoir au cas où. Et puis ensuite, le but, ça va être d'amener le Christophe Laporte le plus loin possible. Et puis après, bah, si la Philippe ou Cosnefroy est bien à 4 km de l'arrivée, bah, pourquoi pas tenter son coup. Mais en tout cas, c'est une équipe qui est là pour se dynamiter. Et tu dois garder Christophe Laporte en dernière requête, si je puis dire, Mm. en cas de sprint final. Ouais, mais pour moi, tu vois, Christophe Laporte, de par son niveau qu'il a pu montrer sur les classiques et même au sprint sur le Dauphiné, s'ils sont une vingtaine à l'arrivée et qu'il est là, pour moi, enfin, il n'a pas du tout à rougir face à des Pedersen, Philipsen ou Van Aert, hein. Après une course de 270 km, il a toutes ses chances pour moi, Christophe Laporte, vraiment. Voilà. Après, encore une fois, je pense que si la course part de loin et avec les top coureurs, ce sera un peu plus dur pour lui, mais
Bah, moi, j'y crois assez, voilà, Christophe Laporte. J'ai du mal à en croire en un autre coureur de l'équipe de France pour devenir champion du monde, mais dans un scénario où finalement le parcours est pas assez sélectif et il y a un petit peloton qui se joue la gagne, pour moi, ce sera un des très grands favoris. Et donc voilà, l'équipe de France a quand même un leader solide pour moi sur cette course et elle n'a pas à rougir face à d'autres formations. Elle a une moins grosse densité, mais pour moi, on est peut-être la quatrième ou la cinquième nation derrière les trois grosses dont on a parlé. Je suis d'accord. Eh ben écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là pour la course homme. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. N'hésitez pas, je pense à ça maintenant, mais n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à mettre un petit commentaire, évidemment, à mettre un j'aime. Enfin, vous connaissez le discours, ça nous aide beaucoup pour nous développer. Et puis, ça nous fait surtout très plaisir de voir que bah, on est de plus en plus à être là sur Radio Fringale. Et en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir. Et merci encore une fois pour tout ce que vous faites. Du Et coup, sinon, oui, ouais, sinon j'avais oublié une équipe qui est impressionnante. Je crois qu'ils ont qu'un seul coureur, mais c'est l'Irlande avec Ben Healy. Et lui, ouais. à mon avis, il remplit une équipe de 8 à lui tout seul, hein. Ah bah Benili, Il va, on va le voir, hein. après s'il est, tu vois, genre Benili, ça va être le problème, s'il est tout seul, tu fais quoi, quoi? Tu pars en échappée, Ouais, tu restes jusqu'au mais bout? je sens qu'on va. Je suis pas sûr que ce soit le favori pour la gagne. En plus, Non. il a pas vraiment de pointe de vitesse, mais je pense on va plus le voir que certaines équipes qui sont bien plus nombreux. En tout cas, ça va être bien sympa à suivre, puisqu'on a plein de coureurs qui ont l'air de pouvoir dynamiter la course ou la gagner, donc en vrai, ça va être assez Ouais. sympa. On passe sur la course en ligne femme, Titien? Bah écoute, oui, allons-y. Eh bah écoute, même Bah, parcours, écoute, il me semble, hein. ouais, même parcours. Exactement. Même, enfin, un parcours beaucoup moins long, mais par contre, un parcours. La boucle finale reste la même. Alors, on l'a fait beaucoup moins de Ouais, fois. Je crois qu'on l'a fait que 5 fois chez les femmes, c'est ça. 5 fois, ouais. Mais voilà. Mais encore une fois, c'est le même type de parcours. Alors, après, bah, je me lance, si tu veux, sur les favoris, mais bon, sans vous étonner, ce sera les mêmes que ceux qu'on brillé sur le Tour de France, hein. Je pense que tu vas être d'accord. Ouais. Et pour moi, il y a une grande favorite sur ce parcours-là, c'est l'Auto Kopecky Mm. pour la Belgique. Même si derrière, elle sera face à une armada des Pays-Bas, mais vu ce qu'elle a montré sur le Tour de France, moi, enfin, moi, j'ai Ouais. été impressionné, hein. Dans le Enfin, je sais pas ce Tourmalet? que tu en as pensé, toi, mais oui, mais c'était un truc de fou. Elle sprint, enfin, c'est la meilleure sprinteuse, c'est la meilleure puncheuse et c'est quasi une des meilleures grimpeuses du peloton et elle a un niveau de forme exceptionnel. Sur une course comme ça, j'ai du mal à voir des niveaux au-dessus de l'Auto Kopecky. Donc, alors après, je pense que voilà, les Pays-Bas seront la meilleure équipe de ces mondiaux côté femmes, mais moi, si je dois tirer enfin, une grande favorite, c'est l'Auto Kopecky. Ouais, bah, je te rejoins là-dessus, hein, l'autocopékie de ce qu'on a vu au Tour de France, en tout cas, elle a montré qu'elle pouvait gagner sur tous les circuits. Ça sera pour moi la personne à suivre, hein, la coureuse à suivre sur cette course. Après, évidemment, il y a d'autres filles, hein, qui vont être là pour jouer la gagne. Je pense notamment à, par exemple, Yann Lippert, tu vois, que j'ai trouvé très, 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 très forte quand même au Tour de France. Alors, on l'attendait peut-être pas forcément euh, à ce niveau-là. Mais en tout cas, Yann Lippert, voilà, sur un parcours un petit peu punchy et partir en échappée toute seule, je la vois quand même aller assez loin si jamais elle peut le faire. Van Vleuten, malheureusement, là-dessus, je pense que les Pays-Bas ont d'autres cartes à jouer qu'Annemiek Van Vleuten. Voilà, des Marianne Vos, même Marcus, Reajan Marcus qui peut faire aussi une belle course. J'ai peur que ce soit peut-être un peu dur pour Lorena Wiebes. Voilà, cet enchaînement de boss, je pense que ça va être un petit peu compliqué pour son gros gabarit, en tout cas. Mais ouais, la favori, c'est évidemment l'Auto Kopecky. C'est impressionnant ce qu'elle a fait sur le tour. Et là-dessus, Hmm. on peut pas l'enlever. Pour moi, elle est au-dessus du lot. Mais si l'Auto Kopecky n'est pas dans les meilleures dispositions pour gagner, ou alors qu'elle n'est pas tout simplement dans un jour sans, là, je trouve que la course est beaucoup plus ouverte. Voilà, je citais bah, Lial Nippert. Je pense aussi, par exemple, si la course femme va au sprint, j'ai du mal à voir la course femme aller au sprint, je pense. Je pense que le parcours aura un peu plus d'incidence que chez les hommes. Alors peut-être que je me trompe, mais je pense quand même. Voilà, par exemple, Chloé Digert, je la vois pas aller gagner au sprint sur ce parcours-là. Alors elle fait deuxième du classement par points au Giro et pareil enfin, elle fait deuxième du classement par points du Giro. Elle ne gagne pas une seule étape, mais voilà, je la vois pas aller gagner au sprint. Il y a Megan Yastrab qui avait fait un bon début de saison. Pareil, je la vois beaucoup trop loin également. Et Norsgaard aussi, on pourrait se dire que ça peut être un profil qui peut lui Hmm. correspondre, elle qui est partie en échappée et qui avait été gagnée au Tour de France. Donc voilà, il y a des profils évidemment. L'Allemagne a une belle équipe aussi.
j'en profite. L'Allemagne a une belle équipe, hein. J'ai dit Lian Lippert, mais Ouais. aussi Bauernfeind, qui mine de rien, 9e du tour, hein, puis qui gagne la 5e étape. Donc voilà, je pense qu'il y a la course est vachement dégagée si il n'y avait pas l'Auto Kopecky. Après voilà, évidemment c'est l'ultime favorite de ce parcours et si la victoire lui échappe, je pense que Ouais, c'est ce serait championnat du monde étonnant quand raté, même. hein. Mais ouais, ouais, parce que pour moi, franchement, elle a toutes les cartes et en plus, elle peut faire un peu ce qu'elle veut. Mm. Moi, la seule interrogation que j'ai, parce que franchement, j'ai du mal à. Oui, alors Liane Lippert, mais effectivement, elle est très très forte. J'ai Mm. peur que ce soit un chouïa pas assez dur pour une coureuse comme Liane Lippert, qui est quand même un peu plus puncheuse. Là, ça reste Ouais. quand même des bosses qui s'enchaînent assez facilement et c'est pour ça Ouais, mais une ça peut faire coureuse. mal, hein. Oui, oui, ça peut. Tu sais, tu sors Enfin, du Tour de... c'est Il y en a qui l'usure sortent, qui va beaucoup qui faire sortent du mal. Tour de France qui a eu lieu la semaine dernière. Ouais, ouais. Tu vois, Mais en fait, la question pour moi des Pays-Bas, ça va être de savoir en fait si, mine de rien, Vibus, elle passe pas trop mal les bosses quand elle veut, des bosses comme ça. Alors après, elle a abandonné sur le Tour de France parce que je crois qu'elle était malade. À voir si. Alors la course féminine, juste pour info, hein, c'est la course masculine, c'est ce dimanche, mais la course féminine, c'est une semaine après, hein. ouais. Donc il y a une semaine encore de battement. Moi, j'ai hâte de voir la stratégie des Pays-Bas. Est-ce qu'on va cadenasser la course pour un sprint de Vibus? Ou est-ce qu'on va prendre le risque, enfin le risque entre guillemets, de la faire exploser en attaquant à tout va? Parce qu'en fait, les Pays-Bas, ils ont pas 3000 scénarios. Soit tu cadenasses la course pour Lorena Wiebes, et dans ce cas, voilà, tu sacrifies toutes tes coureuses, même des Demi Vollering, etc., des Regen Marcus ou des Marianne Vos. Marianne Vos qui était quand même pas en grande condition, hein, Mm. sur ce Tour de France, Bah, donc je moi, suis l'année pas du tout passée, hein. sûr qu'elle soit, ouais, ouais, je suis pas du tout sûr qu'elle soit protégée sur ces mondiaux, mais c'est ça la question. Soit tu cadenasses la course, soit dans ce cas, vu que l'Auto-Kopecky est la plus rapide au sprint, tu es obligé de lancer la course de loin et de créer une course très difficile. Mais dans ce cas, tu tues Lorena Vibus d'entrée, puisque si c'est une course vraiment d'usure et difficile, Lorena Vibus, ce sera difficile pour elle. Donc voilà, je trouve qu'ils sont à peu près entre deux feux. Ça va également beaucoup dépendre quand même de l'état de forme Lorena Vibus. Mais voilà, si Demi Vollering veut être championne du monde, bah, va falloir créer une course difficile de loin pour essayer de lâcher l'Auto-Kopecky, Mm, qui mm. sera franchement pas du tout facile à manœuvrer. Mais voilà, donc pour moi, elles n'ont pas d'entre-deux possible, quoi. C'est soit on cadenasse pour le sprinter, soit on fait tout exploser de loin pour mettre une de nos coureuses devant, parce que leur force, ça va être la force collective. Et puis derrière, ouais, pour moi, pour les autres nations, j'ai du mal à voir. Alors, encore une fois, il peut y avoir des surprises, mais tu vois, le circuit. Femme n'est pas plus difficile que celui de 2021, là, qui était à Louvain, où c'était Elisa Balsamo qui s'était imposée, si je dis pas de bêtises, devant Marianne Vos. Et c'était ouais, un sprint de costaud. Mais Balsamo, c'est quand même pas une coureuse qui passe bien les bosses. Donc, je sais pas. On va dire que ça va dépendre beaucoup de. J'ai envie de dire que ça dépend beaucoup des Pays-Bas. Soit ça, on fait tout exploser de Encore les loin, parce Pays-Bas. que ouais, ouais. Elles ont, comme la Belgique chez les hommes, je pense qu'elles ont les cartes du scénario de la course. Donc, écoute, encore une fois, ça va être passionnant. Mais effectivement, bah, voilà, la grande favorite n'a pas forcément la meilleure équipe. Donc, Mm. encore une fois, quoique elle a quand même une excellente équipe. Mais je pense que les Pays-Bas, collectivement, c'est meilleur. Donc, ça va être intéressant à suivre de ce côté-là aussi. Ouais, bah, t'as tout dit, hein. Elle a pas pour moi, Kopecky, t'as raison, elle a pas la meilleure équipe. Les Pays-Bas ont les clés de la course en main, ça c'est sûr et certain. Et derrière, bah, il y a des noms, hein. Enfin, il y a des coureuses qui peuvent, pareil, comme sur le scénario de la course homme, essayer de jouer leur carte en échappée. Mais en tout cas, la Belgique va avoir un gros rôle de contrôle pour que Kopecky puisse gagner. Et puis, les Pays-Bas vont avoir aussi ce rôle. Pour moi, les Pays-Bas, tu vois, ils sont en opposition avec uniquement Kopecky. Et leur but, pour moi, pendant toute la course, c'est de l'épuiser le plus possible et de la faire craquer à la fin. Soit pour gagner en échappée avec, je sais pas, enfin, tu sais, avec un départ de Vollering ou de Van Vleuten ou même de Van Nistelrooy. Mais en tout cas, ton rôle, c'est de faire sauter l'auto-Kopecky. Alors ça va être très dur. Si Kopecky, elle s'accroche, bon, bah, et qu'elle est dans la même forme que sur le Tour de France, ça va être très compliqué, voire impossible de la lâcher sur ce parcours-là. Mais en tout cas, ça va être le rôle des Pays-Bas. Avec l'équipe qu'ils ont, je pense que tu as les cartes pour, en tout cas, euh, faire lâcher Kopecky. Mais s'ils n'y parviennent pas, je vois mal comment la victoire peut lui échapper parce que si tu n'arrives pas
Après, à voir si les Pays-Bas se disent, bon, bah, au final, Kopecky lâchera jamais. On roule juste jusqu'au sprint et on espère juste que Weebus explose pas. Et dans ce cas-là, c'est aux autres équipes de essayer de durcir la course pour justement faire sauter Lorena Weebus et faire se dire aux Pays-Bas, bah, vos sprinteuses n'est plus là. Les gars, la favorite maintenant ultime au sprint, ça va être Kopecky. Va falloir essayer d'aller la lâcher, donc va falloir vous mettre à rouler. Mais en tout cas, scénario un petit peu de guerre entre, enfin de guerre, j'abuse, mais en tout cas, scénario de rivalité entre les Pays-Bas et la Belgique sur cette course femme. Et puis derrière, bah, d'autres, il y a des petits noms qui seront là pour essayer de jouer aussi leurs cartes sur un départ en échappée, un peu comme à l'image de Nievadoma dans le Tourmalet. Et, Ouais, tout et, à fait, bah, rien de plus à rajouter. et puis moi, je trouve, tu vois, par exemple, pour venir à l'équipe de France, encore un petit coup, cette équipe de France, tu vois, je sais pas trop comment la placer. Alors voilà, on a Marie Lenette, on sait comment ça se passe dans ce genre de course. Ça peut potentiellement lui convenir. Juliette Labousse, moi, malheureusement, j'ai du mal à la voir euh, être capable Ouais, de faire quelque chose sur grimpeuse ce quand même, hein, profil-là. avant tout. Tu vois, pour Ouais, l'avoir vu courir sur le Tour de... d'accord. Comment? Non, mais je dis, je suis d'accord, moi aussi. Enfin, c'est une grimpeuse, enfin, c'est une Ouais, coureuse voilà. de course par étape pour moi, Juliette Puis elle Labous. a pas Donc, des attaques ultra tranchantes, tu voilà. vois. Ouais, c'est clair. Bon, on l'a vu sur le Tourmalet, Bah hein, ouais, elle c'était a pas tout au fait train, la, hein, donc, la grosse différence. Audrey Cordon-Rago, je pense qu'elle sera peut-être plus là pour jouer le chrono. Et puis derrière, bon, Aude Bianic, Clara Copponi, je pense que ça va être un petit peu léger aussi. Donc en tout cas, l'équipe de France, pour moi, leur meilleure carte dans cette course, c'est Marie Lenette, tu vois. Je pense. Je sais pas ce que... ouais, mais Et encore, c'est léger, très, hein. ouais, bah, je pense qu'on pèsera pas, hein, sur la course, mais pareil, il va falloir tenter des coups de loin parce qu'on ne suivra jamais les meilleurs. Enfin, quand elles vont déclencher la bataille, donc il va falloir anticiper et tenter de prendre les coups qui vont se créer dans les 50 derniers kilomètres. Donc, mais oui, effectivement, j'ai pas de. Non, enfin, très honnêtement, hein, s'il y en a une Française dans le top 10, ce serait un super résultat, Ouais, quoi. En ouais. tout cas, Bah, si ça enfin, va au sprint et que Clara Copponi arrive à faire un top 10, ça serait pas ouais. mal. Et tu vois, dans tous les cas, si ça arrive au sprint, ce sera un sprint après une course dure, Oui. difficile. Enfin, on peut pas. Enfin, une demi-Vollering, elle aura forcément bougé un moment. Une Lotte Kopecky aussi. Donc, dans tous les cas, ce sera pas une procession. Donc, bah, enfin, voilà. Moi, je veux pas être oiseau de mauvais augure, mais j'ai du mal à imaginer, voilà, un excellent résultat de l'équipe de France. Mais encore une fois, si on s'imagine ça, on peut être que bien, bien surpris derrière. Donc, écoute, j'attends de voir ce que peuvent faire nos Françaises sur ce circuit. Eh ben écoute, parfait, on verra. En tout cas, deux courses en ligne qui, pour moi, sont très intéressantes, vu le profil de la course, et qui vont être sympathiques à suivre. Course homme, c'est ce dimanche, et la course femme, donc du coup, ce sera le dimanche d'après, le 13 août. Donc voilà, pour ceux qui ont envie de suivre. Mais je pense que tout le monde a envie de suivre ces deux courses. On va passer sur les contre-la-montre maintenant. On va commencer du coup par le contre-la-montre femme. Ouais, bah Titien, une là, petite là, indication de parcours du coup sur le chrono? ouais, donc le chrono, ce sera, si je dis pas de bêtises, ce sera le jeudi 10. Ouais, pour les femmes. Ouais, c'est ça, le chrono femme, le jeudi 10, 36 km de contre-la-montre. Bah écoutez, vous avez vu le chrono du Tour de France. Je pense qu'on connaît la favorite, hein. Je pense que tu vas être d'accord avec moi. C'est peut-être la meilleure rouleuse du monde à l'heure actuelle. Pour moi, c'est Marlène Reusser, qui est quand même très très forte sur les contre-la-montre. Hmm, championne d'Europe. Encore une fois, elle n'est pas seule au monde, mais pour moi, c'est la grande favorite du contre-la-montre. Parce qu'en plus, c'est pas, à mon avis, voilà. euh, il y en a qui peuvent la concurrencer, mais elles viseront la course sur route 3 jours après. Donc, Marlène Reusser, elle aussi sera sur la course sur route, mais je pense que parmi toutes les grosses rouleuses, c'est celle qui fait vraiment de ce contre-la-montre le plus grand objectif. Ouais, clairement, je suis d'accord. Elle va tout jouer sur ce contre-la-montre. Euh, Derrière, il y a d'autres, il y en a d'autres qui vont aussi être là pour la concurrencer, mais je pense qu'elle est vraiment sans égal, hein. Grace Brown va être trop, trop, trop juste pour moi. Donc voilà, c'est sa grande rivale. Ouais, avec Demi Vollering à la limite, mais bon, si Demi Vollering s'use un petit peu sur la course en ligne, à voir comment ça se passe. Mais en tout cas, oui, c'est la grande favorite de ce chrono, Marlène Rosser. J'ai du mal à voir comment la victoire peut lui échapper, à part un temps pourri et une chute. Bon, bah, ou alors un problème mécanique en boucle.
Je vois pas comment la victoire peut lui échapper. Ça va être, ça va, le profil lui convient parfaitement. C'est un chrono long sur lequel il y a moyen de faire des écarts et voilà. Pour moi, ça me paraît. Ouais, c'est ça. Il y a pas C'est, de, écoute, il y a pas assez de rivalité à côté pour lui faire peur, quoi. voilà. Ouais, après, elle gagne pas le chrono du Tour de France haut la main, hein. Ouais, C'était mais bon, serré Demi avec. Vollering, je pense, Voilà. a roulé quand même pour essayer de avoir un avantage sur son Oui, maillot jaune, oui, et tu puis vois. après, on sait très bien que sur les grands tours, bah, les coureurs et coureuses de grands tours sortent des chronos qui ressortent pas. Voilà, on a souvent les purs spécialistes sur les championnats du monde. Donc, Kopecky prend 40 effectivement, secondes sur le voilà. tour, hein, tu vois. Ouais. Oui, 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 non, Mm. c'est clair. Après, Kopecky, elle avait fait une performance de haute voltige la veille au Tourmalet, là où Oui, Marlène évidemment. Reusser avait monté tranquillement le Tourmalet. Mais non, non, mais dans tous les cas, voilà. Pour moi, Marlène Reusser, ce sera la très grande favorite de ce contre-la-montre. Je suis d'accord. Pour moi, pas grand-chose de plus à dire sur le contre-la-montre féminin, Non. malheureusement, hein. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment pas grand-chose à dire. Non, vraiment pas. Vraiment, Marianne Rosser et si elle ne gagne pas, là, encore une fois, déception, hein, clairement. Du Tout coup, à fait. on va passer sur le chrono masculin. Chrono masculin, tiens, bah, le parcours est un petit peu plus long. Tout simplement, Ouais, on a effectivement. 10 kilomètres de plus, 11 kilomètres de plus. Ouais, 46 km. Donc ce sera le vendredi 11 août. Donc ouais, 5 jours après la course en ligne des mondiaux. Donc là aussi, ça peut jouer. Contre-la-montre, alors sur le profil, il est plutôt plat comme contre-la-montre, si ce n'est que voilà, dans les 2 derniers kilomètres, en fait, on part de Stirling pour revenir à Stirling. Et en fait, enfin, on n'arrive pas dans Stirling au même endroit que la ligne de départ. Et donc, les 2 derniers kilomètres sont en côte. Alors, ça n'a pas l'air non plus d'être une immense montée, mais ça peut jouer sur une fin de contre-la-montre. Le dénivelé annoncé est de 350 mètres. Donc voilà, c'est pas non plus un contre-la-montre pour grimpeur, loin de là. Mais voilà, il peut y avoir un ou deux petits coups de cul qui peuvent jouer sur le résultat. Après, sur la start list, bah, pas de souci, hein. Enfin, pas de surprise, pardon. On a les meilleurs coureurs contre-la-montre du monde. La Belgique avec deux très grosses cartes, peut-être les deux grands favoris que sont Remco Evenepoel et Wout van Aert. Wout van Aert qui a toujours pas été champion du monde du contre-la-montre, hein. Ouais. C'est peut-être une anomalie, hein, avec son profil. Tout comme Remco Evenepoel d'ailleurs. Voilà, c'est les deux coureurs belges qui auront à cœur d'aller chercher leur premier titre. Et puis derrière, bah voilà, on aura d'autres grands noms. On aura Stéphane Kung, on aura Philippe Ogana, on aura Tobias Foss qui défendra son titre. On aura Rohan Dennis pour ses derniers championnats du monde du contre-la-montre avant sa retraite. Donc voilà, on a du beau monde. Puis après, voilà, pas mal d'outsiders. On aura du Tadej Pogacar qui va doubler avec la course en ligne, du Mikkel Bjerg qui avait fait un gros chrono sur le Dauphiné, attention à lui, du Casper Asgreen. J'ai hâte de voir un peu les petites pépites, par exemple Magnus Sheffield, à voir comment il s'est remis du coup de sa chute au Tour de Suisse, mais que j'ai trouvé très très fort cette année sur les contre-la-montre. Et puis il y en a un que j'attends, et à mon avis qui pourra déjà être dans le top 5. C'est la petite pépite britannique Joshua Tarling, qui a échoué seulement à 8 secondes de Philippe Ogana là, sur un long contre-la-montre de plus de 30 km sur le Tour de Wallonie la semaine dernière. Et que du coup, voilà, ce garçon, il a que 20 ans, mais c'est vraiment une pépite, notamment au niveau du contre-la-montre. Donc voilà, il y aura beaucoup d'enjeux, et pour le coup, là, c'est assez ouvert, hein. J'ai du mal à. En plus de ça, c'est très rare, c'est que la course en ligne aura eu lieu avant la course contre-la-montre, Mm. ce qui n'est pas le cas toutes les années. Souvent, c'est le contre-la-montre qui est une semaine avant la course en ligne. Donc ça jouera peut-être également, parce que tu vois, peut-être qu'un Stéphane Kung qui voit qu'il y a 50 km, 60 km de l'arrivée de la course en ligne, il n'est pas en position de gagner, il lâchera totalement l'affaire pour récupérer avant les mondiaux. Donc voilà, est-ce qu'il y aura également des coureurs qui vont, par exemple, tu vois, je pense à un Stéphane Bisseger, alors même si on ne l'a pas trop vu cette année sur les chronos, mais je suis pas du tout sûr qu'il soit là jusqu'au bout sur la course en ligne. Donc, est-ce que, par exemple, voilà, des coureurs qui se seraient beaucoup, beaucoup donnés dimanche, je pense à un Van Aert, un Evenepoel, un Ghana, hein, qui sera également sûrement des grands favoris de la course en ligne, bah voilà, est-ce qu'ils seront à 100% sur le chrono? C'est la question. Et puis, un point sur les Français. Donc, on a deux Français engagés, bah, nos deux meilleurs rouleurs français, que sont Rémi Cavagna, l'actuel champion de France du contre-la-montre, et Bruno Armirail, qui a fait des super performances cette année en chrono, notamment sur le Giro. Donc voilà, pour moi, pour ces deux coureurs, bah, j'ai envie de dire objectif top 10. Déjà, s'ils font un top 5, ce serait exceptionnel, mais ça va être quand même compliqué face aux énormes machines à rouler qu'il y aura. Mais voilà, ils ont fait des bonnes performances cette année. Je crois que Armirail n'est pas sur la course en ligne, si je ne dis pas de bêtises, Non, il et y est pas. Cavagna y sera.
mais Cavagna, il sera plus dans un rôle, à mon avis, d'équipier. Donc voilà, encore une fois, c'est des coureurs qui seront assez frais pour et qui ont, à mon avis, beaucoup plus misé sur le chrono. Donc voilà, nos deux Français, même si le podium semble quand même loin, on a hâte de voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Je ne sais pas si pour toi, il y a quelques noms qui se dégagent parmi tous ceux que j'ai cités. Non, écoute, bah ouais, évidemment, Evenpool, Van Aert, les deux là, en fonction de la course en ligne, je pense que le chrono va bien jouer. Je me demandais ce qu'elle pouvait faire Lennart Kemna. Je trouvais qu'il avait pas mal roulé sur les différents chronos de cette saison. Mais tu vois, en y repensant, je me suis dit, ouais, je pense que ça va être trop compliqué par rapport à tous les mecs qu'il y a. Mikkel Bjerg aussi, attention à Mikkel Bjerg, je pense. Moi, tu vois, bizarrement, Rémi Cavagna, tu vois, je sais pas, c'est un peu ma grosse pièce, tu vois. Genre, j'ai l'impression que ce chrono lui Ah convient ouais, bien. Bah ouais, j'ai l'impression que ce chrono peut bien lui ouais, convenir. ouais, ouais. Je sais pas, je pense qu'il peut nous faire une bonne perf, Rémi Cavagna. Ouais, je sais pas, je l'attends bien. Mais, Tobias Foss, ouais, vas-y. ouais, alors Cavagna, il fait d'excellents chronos parfois. Il est assez irrégulier, je trouve. Bah ouais, c'est Et ça. surtout, alors je sais pas pourquoi, mais sur les championnats du monde, il est jamais très très bon. Ouais. Enfin, tu vois, M- je crois qu'il a jamais fait mieux que. Alors c'est déjà bien, hein, une huitième place, je crois, quelque chose, L'année septième ou dernière, quelque je chose l'avais comme ça. mis, mais il avait Mais fait sur des chronos, des fois, il nous sort des 11e chronos l'année où il est au dernière. niveau des, voilà, il est au niveau des tout meilleurs. Mais voilà, sur un championnat du monde, il a jamais eu pour l'instant ce supplément d'âme. Alors encore une fois, voilà, Et au JO, 17e. tout peut arriver, hein, parce que Tobias Foss, personne ne l'aurait annoncé vainqueur Bah ouais, c'est l'année ça. dernière, hein, donc Pour ça, Tobias Foss, tu vois, Tobias Foss, je l'ai pas trouvé tranchant dans les chronos auxquels il a participé cette saison. Donc en vrai, tu vois, Tour de Romandie, il gagne aucun des deux chronos. Il fait 8e du, euh, du dernier chrono. Je l'ai pas trouvé ultra tranchant. Il gagne le chrono de Paris-Nice. Mais bon, enfin, il gagne enfin, le chrono de Paris-Nice, par mais c'est équipe. un chrono Oui, oui. par équipe, quoi. Donc Mais tu vois, bon, il a quand même non, t'as roulé. raison. Mais je le Mais trouve pas après, l'an dernier, tranchant. il était pas tranchant non plus avant, donc c'est pour ça que. Après, je trouve que la différence cette année, c'est comme c'est en août. Tu vois, en septembre, souvent, bah voilà, c'est en fin de saison, le niveau de forme, il y a beaucoup de coureurs qui sont en bout de course, etc. Là, il y a quand même des mecs, voilà, hein, tu vois, enfin, c'est le début de la troisième partie de saison pour moi, là. Et du coup, Mm. bah voilà, il y a encore beaucoup de courses, on n'est pas du tout en fin d'année. Un mec comme Ghana qui s'est bien reposé après le Giro, où d'ailleurs il avait dû abandonner, bah, enfin, voilà, il va avoir de la fraîcheur. Donc, je sais pas, ça va peut-être être, pour le coup, là, je pense que ce sera peut-être. Vraiment les tout meilleurs qui vont truster les premières places. Ouais, ouais, ça va être clairement ça. Après, il y a d'autres noms, hein. On sait pas. Enfin, l'année dernière, on avait été surpris de la victoire de Tobias Foss, mais là, je pense qu'on sera pas surpris du vainqueur de ce chrono-là. Alors après, enfin, là, tu vois, la Belgique, je suis en train d'y penser là. Moi, ça me trotte parce qu'en fait, t'as deux mecs qui vont se battre potentiellement peut-être pour aller gagner la gagne sur la course en ligne. Mais en fait, sur le chrono, après, comment ça va se passer, quoi? Les mecs vont être à bout, tu vois, s'ils ont bataillé toute la course pour essayer de jouer la gagne lors de la course en ligne. Comment tu arrives au chrono? Est-ce que tu arrives complètement rincé? Et dans ce cas-là, si tu arrives complètement rincé, est-ce que du coup, bah, les mecs comme genre Ghana, les mecs comme Michael Bjerg, Tarling, t'en parlais, est-ce que ces mecs-là deviennent pas du coup favoris? À voir, je pense que bon, le gagnant de ce chrono sera pas une surprise, mais on peut quand même avoir une surprise dans le résultat. C'est-à-dire que je pense que beaucoup ont envie de voir Remco, tu vois, mais je pense qu'on peut avoir une grosse surprise par rapport à ça. Mais le vainqueur Ouais. sera pas surprenant, ce sera un gros rouleur de toute façon, tu vois. C'est pas Benili qui va aller gagner, par exemple. Benili est très bon, tu vois, mais c'est pas lui qui va aller gagner le chrono, je pense. Euh, en Et, tout, et- ouais. et du coup, c'est quoi ton prono? Ah, mon prono, bah, Eh ouais, on a envie de le savoir quand même. évidemment. Faut se En vrai, mouiller. bon, Cavagna gagnera pas. J'aurais aimé qu'il gagne, mais pour moi, il va être évidemment trop court. Écoute, j'ai envie de parier sur Stephen King. Voilà. J'ai envie de parier sur Stephen King. Très bon rouleur, on le sait. Et je pense que tu vois, parmi les gros favoris, c'est le mec qui, pour moi, a le moins de chances d'être champion du monde en course en ligne, tu vois. Ghana a des chances d'être champion du monde en course en ligne. Evenpool, Van Aert, on n'en parle pas assez. Pour moi, c'est le gros des favoris qui, si à 80 bandes, tu l'as dit de l'arrivée, il se passe rien, il dit écoutez, moi, j'ai pas de gagne à jouer, je lâche tout et je suis prêt pour le chrono.
Et là où Ghana va se dire peut-être que je peux aller jouer la gagne pour cette course en ligne. Evenpool Van Aert, pareil. Jevine, même chose, je pense. Rémi Cavagna, on ne sait pas, mais en tout cas, s'il doit être là pour épauler Christophe Laporte, il va rester le plus possible, je pense. Donc voilà, pour moi, il y a aussi Pogacar, mais Pogacar, je le vois un petit peu moins fringant sur le chrono cette année. Donc voilà, pour moi, Stefan Kung, c'est potentiellement lui qui peut aller s'imposer. Voilà, je dirais ça, je pense. Ouais, et ben, je te suis à 100%. Moi aussi, j'aurais dit Stéphane Kung. Et Hmm. effectivement, je pense qu'il a bien ciblé son objectif. Effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est peut-être celui qui a plus visé que le contre-la-montre que les autres qui visent en priorité la course en ligne. Donc voilà. Mais, et puis, je fais un petit pari comment il s'appelle, notre ami Joshua Tarling fera top 5 de ce championnat du monde pour sa première participation. En tout cas, ça va être assez intéressant aussi à suivre cette course, ce contre-la-montre. Et je trouve ça cool aussi que ça arrive, tu vois, après la course en ligne. Je trouve ça sympa, ça rechange ça rabat les cartes parce que les mecs qui sont un petit peu en mode ouais, je peux gagner la course en ligne, je peux gagner le chrono, bah du coup, ces mecs-là, il va falloir qu'ils réfléchissent maintenant. Je trouve que quand tu as le chrono avant, tu peux te dire, bah écoute, si tu vois, si Remco a un intermédiaire, il a 30 secondes de retard sur un long chrono par rapport à un Van Aert, enfin par rapport à Van Aert, c'est la même équipe, mais par rapport à, je sais pas, Stéphane Koung, tu vois, peut-être que Remco il se dit, bah écoute, j'ai 30 secondes de retard là, cette année ce sera pas pour moi le chrono, je vais un peu lâcher, et derrière, moi je mise tout sur la course en ligne. Alors que là, la course en ligne, vu le profil, t'es pas à l'abri qu'à 4 km de l'arrivée, tout est encore possible, tu vois. Donc au final, si tu es toujours en train de. Bah, si tu es à 100% quasiment pour la moitié de la deuxième partie de la course, qui est une course longue en plus, et que le temps est pas ouf, bah tu peux arriver au chrono un petit peu rincé. Et au final, bah tu vois, Evenpool, il peut complètement prendre la sauce pendant le chrono. Donc ça va être intéressant d'avoir ça après la course en ligne. Quelque chose à Ouais, et puis, rajouter ou pas, Ticia? ouais, bah non, je disais que ouais, la course en ligne, en plus, d'habitude, c'est une semaine pile avant le championnat du monde sur route. Enfin, pardon, le contre-la-montre avant, il est une semaine avant la Mm. course en ligne des championnats du monde. Et du coup, ça laisse quand même une grosse phase de récupération. Là, au soir de la course en ligne, il y aura ensuite 4 jours de repos seulement avant le chrono. Mm. Donc pour moi, c'est quand même pas beaucoup. Surtout si après une course, imagine une course où il a plu, une course d'usure qui s'est lancée à 100 km de l'arrivée avec 270 bornes dans les jambes. Donc ouais, ouais, clairement, il peut y avoir des grosses surprises sur un chrono par rapport à ce qu'on peut connaître habituellement. Et pour ce qu'on avait rajouté en plus, non, bah voilà, moi je suis impatient d'être à dimanche, hein. Ça va être sympa et c'est vrai qu'on s'est pas non plus dit notre prono pour la course en ligne homme. Est-ce que tu en as un, toi? Ouais, bah évidemment, pour moi, le favori, ça va être Van Der Poel, hein. J'ai du mal à voir comment la victoire peut lui échapper, sachant qu'il s'est fixé comme objectif ce championnat du monde. Et je pense qu'il va pas passer au travers comme en 2019, là où il avait eu son énorme fringale. Donc voilà, je vois clairement Van Der Poel s'imposer ce dimanche. Ok, et Comme toi. ben. Alors, moi je vois Van Der Poel grand favori, mais si je dois tenter un prono, je tente Dylan Van Barle. Ok, ouais. Je le vois bien, tu vois, en petit facteur. Soit il est dans un groupe de tête qui se joue la gagne et il part parce qu'il est très résistant et on le revoit plus. Soit il est dans le groupe des favoris, tu vois, dans les Mm. 10 favoris et pareil qu'il se regarde à 4-5 km de l'arrivée et je le vois bien en mettre une. Et enfin, voilà, je sais pas. Il aime bien ces courses difficiles, le Dylan Van Barle. Ouais, ouais, il Vainqueur de aime bien, tu vois. Paris-Roubaix, il avait fait deuxième du Tour des Flandres Et deuxième des mondiaux et deuxième des mondiaux, ouais. 2021 derrière Alaphilippe, hein. Donc ouais, ouais, qui ressemblait enfin un peu dans le profil à ceux-là. Donc Puis un peu en écoute, moi retrait là ces voilà. derniers temps, Dylan Van Barle en plus. On l'a pas trop, on l'a beaucoup vu en début de Ouais, saison et très bah ouais. peu maintenant. Donc là, on peut avoir des surprises. Mais en tout cas, Je je sais trouve que c'est une pas, bonne carte. je le sens bien. Eh ben Voilà. écoute, on verra bien. En tout cas, si vous avez un favori vous aussi pour les différentes courses, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, qu'on puisse voir un peu ce que vous pensez. Qui voyez-vous gagner sur le contre-la-montre? Qui va s'imposer pendant la course en ligne? N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. C'est sympa d'avoir tous vos avis, de pouvoir un petit peu bah, parfois échanger avec vous sur ces sujets-là. Pour rappeler les rendez-vous hein, donc de ces courses, dimanche 6 août, course en ligne homme. Le jeudi 10 août, ce sera le chrono femme. Le 11 août, donc le lendemain, le vendredi, chrono homme. Et enfin, le dimanche 13 août, la course en ligne femme. Ça va être très sympa. Encore une fois, une bonne semaine qui arrive. Et puis voilà, le vélo ne s'arrête plus cette année, j'ai l'impression.
Ah ouais, et puis en plus, si vous aimez les autres disciplines comme le cyclisme sur piste, ça démarre voilà, Mm. mercredi 3 août. Il y aura également, bah voilà, je crois que le week-end du. Alors je sais plus Grosse si chance c'est de médaille en plus, ouais. enfin, avec notre Et cher. les épreuves VTT, je crois qu'ils vont être le week-end du 12 et 13 août avec les épreuves femmes avec nos Françaises Pauline Ferrand-Prévot, Mm. Loana Lecomte, et puis l'épreuve de VTT homme, on va retrouver du Tom Pidcock et du Mathieu Van Der Poel qui va être également au départ. Alors c'est en véritable Sagan aussi. préparation un peu de la Sagan, ah ouais, c'est bien possible ouais, ouais, de la course, Je de sais la pas si course ça ce fera les JO, mais est-ce qu'il fera les de championnats du monde? VTT, homme. Donc voilà, pas mal en plus des épreuves sur route, d'épreuves, voilà. Enfin, en tout cas, du mercredi 3 août au dimanche 13 août, c'est un peu la fête du vélo et il y a Mm. du vélo tous les jours. Donc on est bien content. C'est la première fois qu'il y a ces super championnats du monde. Donc écoute, on va essayer de profiter un peu. C'est un peu nos JO de fans de cyclisme, on va dire. C'est ça, c'est un petit peu ça, un grand festival du vélo pendant une semaine, ça va être bien sympa. Il y en a pour tous les goûts, toutes les disciplines. Et si vous êtes curieux, bah, n'hésitez pas à aller voir, comme on a dit, hein, les disciplines comme le VTT, le BMX, et le cyclisme sur piste. C'est toujours assez impressionnant à voir. Et voilà, on se régale tout le temps de toute façon avec le vélo. Il n'y a pas de souci là-dessus. Titien, merci d'avoir été là. L'inusable Titien, j'ai envie de dire, qui est tout le Avec temps là. plaisir. Tout le temps Ah, là, c'est bientôt les vacances quand même. Les vacances approchent. Donc faire évidemment. un petit break Un petit break après les mondiaux. s'impose, évidemment. Mais en tout cas, merci d'avoir été là et d'avoir pu bien parler de ces championnats du monde, hommes et femmes, qui vont se dérouler, qui vont commencer ce week-end. Messieurs, dames, reposez-vous bien pour ces mondiaux. On évite la fringale, donc pensez à vous alimenter. Passez une bonne soirée. Merci d'être toujours là sur Radio Fringale. Bisous à tout le monde. Et puis, allez, Romain Bardet. Ciao tout le monde. Bye bye.